Appliquons maintenant les lois de la mécanique pour étudier le mouvement d'une balle dans un champ de pesanteur uniforme. Nous allons reprendre l'exemple du lancer vertical vers le haut, exemple qu'on avait traité dans la capsule vidéo précédente. Il n'y a pas de mouvement suivant l'axe des X, la balle monte puis descend, mais reste toujours suivant l'axe Y. Donc si on représente les fonctions, X en fonction de t aura une valeur nulle, et la courbe y égale f de t correspond à une parabole. Concernant la vitesse, la fonction vx égale f de t correspond aussi à une valeur nulle, et la fonction vy égale f de t est une droite décroissante en fonction du temps. Pas d'accélération suivant l'axe x, et l'accélération AY est une constante. Nous allons maintenant retrouver ces fonctions en établissant les équations horaires du mouvement. Elles sont donc de trois types. Les équations correspondant à la position du système, c'est-à-dire les coordonnées x et y en fonction du temps. Les équations correspondant à la vitesse, c'est-à-dire les coordonnées vx, vy égale f de t. Et enfin, les équations correspondant à l'accélération du système, c'est-à-dire les coordonnées ax, ay en fonction de t. Pour cela, on appliquera la deuxième loi de Newton. Le mouvement de notre système balle est étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Le référentiel utilisé doit être galiléen pour qu'on puisse appliquer les lois de Newton. Représentons le système d'axe avec l'origine du repère, la balle et son centre de gravité confondu avec le centre d'inertie, le champ de pesanteur, petit g. Si on suppose les frottements de l'air négligeables, la balle n'est soumise qu'à son poids P. Appliquons maintenant cette deuxième loi de Newton. Somme des forces extérieures est égale à dP sur dt, où P correspond à la quantité de mouvement. Cette expression peut donc encore s'écrire somme des forces extérieures égale d de mv sur dt. La masse étant constante, on peut la placer devant la dérivée et écrire somme des forces extérieures égale m dv sur dt. On retrouve l'expression de l'accélération et donc la deuxième loi de Newton s'écrit aussi somme des forces extérieures égale ma. De plus, la balle n'étant soumise qu'à son poids, somme des forces extérieures égale P. P égale mg, on a donc aussi somme des forces extérieures égale mg. On a établi avant, avec la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures égale ma. En comparant ces deux expressions, on peut en déduire que l'accélération correspond tout simplement au champ de pesanteur. Cela implique directement que l'accélération est indépendante de la masse du système. Dans le cas d'une chute libre, c'est-à-dire pour un système soumis uniquement à son poids, l'accélération est indépendante de la masse du système. En clair, une plume ou un marteau ont la même accélération. Le vecteur accélération est tel que A égale G. L'accélération est donc verticale, orientée vers le bas, et garde une valeur constante égale à l'intensité du champ de pesanteur pendant toute la durée du mouvement. Voilà comment on peut représenter le vecteur A. Concernant ses coordonnées, eh bien, si on projette ce vecteur suivant l'axe X et Y, on voit que lorsqu'on projette suivant l'axe X, on a un point. Cela implique donc que la coordonnée AX est nulle. Maintenant, si on s'intéresse à la coordonnée AY, on voit que A et G sont tous les deux verticaux. L'accélération A est de sens opposé à l'axe Y. Cela implique donc que la coordonnée AY sera égale à moins G. Les coordonnées du vecteur A peuvent donc s'écrire AX égale 0, AY égale moins G. À partir de ces équations horaires, eh bien, on retrouve l'allure des fonctions qu'on avait données tout à l'heure. C'est-à-dire que la courbe AX égale f de t a une valeur nulle et la courbe AY égale f de t est une constante. Plus précisément, cette coordonnée AY est égale à moins g et moins g correspond à une valeur
au niveau de la Terre de moins 9,8 mètres par seconde au carré. Pour établir les équations horaires des coordonnées de la vitesse, utilisons la définition de l'accélération. A égale dv sur dt. Cela implique que le vecteur accélération correspond à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Intercalons cette définition suivant l'axe x. On avait trouvé précédemment ax égale 0. En intercalant la définition, cela implique que la dérivée de Vx par rapport au temps est nulle. Mathématiquement, si la dérivée d'une fonction est nulle, eh bien la fonction v de x est égale à une constante. Cette constante est notée C1. C1 est calculé à l'aide des conditions initiales. Ici, on a envoyé la balle à la verticale, donc pas de vitesse initiale suivant l'axe x. À t égale 0, Vx0 égale 0. Comme Vx est égal à une constante, forcément, C1 sera nul. Au final, Vx est nul aussi. Pas de mouvement suivant l'axe x. Intercalons la définition suivant l'axe y. On avait trouvé AY égale moins g. Cela implique que la dérivée de la vitesse suivant y par rapport au temps est égale à moins g. Mathématiquement, la fonction Vy s'écrit moins g fois t plus c2. Quand on dérive moins g fois t par rapport au temps, on obtient moins g, g étant une constante, et si on dérive par rapport au temps la constante c2, c'est nul. C2 se calcule à partir des conditions initiales. À t égale 0, Vy0 égale V0, parce qu'on envoie la bille vers le haut. Si on remplace dans l'expression précédente t par t égale 0, eh bien forcément ça va donner que C2 égale V0. Vy a pour expression moins g fois t plus V0. Les coordonnées du vecteur vitesse du centre d'inertie de la balle sont donc Vx égale 0, Vy égale moins g fois t plus V0. Lorsque la balle monte, V est orienté vers le haut. Lorsque la balle redescend, V est orienté vers le bas. Mais attention, l'accélération, elle, est toujours orientée vers le bas parce qu'elle est égale au vecteur g. Si bien que lorsque la bille monte, A et V auront des sens opposés, le mouvement est ralenti, et quand la bille descend, A et V sont de même sens, le mouvement est accéléré. De plus, l'accélération est constante. Sa valeur correspond à la valeur de g. Le mouvement est donc uniformément varié. C'est pourquoi la fonction Vy égale f de t est une fonction linéaire en fonction du temps, et plus précisément ici, décroissante au cours du temps. Pour l'axe des x, il n'y a pas de mouvement, la fonction v de x a donc une valeur nulle. En chute libre, on peut constater que la vitesse est indépendante de la masse du système. En effet, Vy ne dépend pas du tout de la masse. Cela implique que plume et marteau chutent avec la même vitesse. Dernière étape, retrouvons les équations horaires de la position. Et pour cela, utilisons la définition V égale dOg sur dt. On intercale cette relation suivant l'axe x et y. Pour l'axe x, on avait trouvé que Vx égale 0. En intercalant la définition, cela implique que la dérivée de la position x par rapport au temps est nulle. Mathématiquement, la fonction x est une constante, notée C3. Elle se calcule à partir des conditions initiales. À t égale 0, la balle est au centre du repère. X égale 0. Forcément, C3 égale 0. Au final, x égale 0, on n'a donc aucun mouvement sur l'axe x comme on l'avait montré précédemment. Suivant l'axe y, on intercale la définition. Ça veut dire que la dérivée de la position y par rapport au temps est du type moins g fois t plus v0. Mathématiquement, si la dérivée de la fonction est de cette forme, eh bien la fonction s'écrira moins 1/2 de gt carré plus v0t plus c4. Pourquoi? Premier terme, si on dérive t carré, eh bien on aura 2t. 2t fois moins 1/2 de g, on retrouve bien le moins g fois t de Vy. Deuxième terme, si on dérive v0 fois t par rapport au temps, on retrouve v0, le deuxième terme de Vy. Et si on dérive par rapport au temps la constante c4, celle-ci est nulle.
C4 se calcule toujours à partir des conditions initiales. À t égale 0, la balle est au centre du repère. Y0 égale 0. Si on remplace dans l'expression précédente t par 0, eh bien forcément C4 sera égal à 0. Si bien que l'ordonnée Y sera du type moins 1/2 de gt carré plus V0 fois t. On a donc x égale 0 au niveau de la fonction, et si on représente la fonction y, eh bien on aura bien une parabole, parce que c'est du type a fois t carré plus b fois t plus c. Ainsi, à l'aide de la deuxième loi de Newton, on est capable de retrouver les équations horaires du mouvement, et on est capable de tracer les fonctions correspondantes.